Les contenus de l'ouvrage de M. Corneille Mulumba. Il est membre cofondateur de l'UDPS. Le titre de son ouvrage, c'est Piliers et dynamique pour un grand Congo. Et là-dedans, si vous lisez le livre, vous allez comprendre qu'il est en train d'aborder dans le sens de s'interroger sur comment remettre la République démocratique du Congo debout. Et nous le recevons ce soir, M. Corneille Mulumba, membre cofondateur de l'UDPS. Bonsoir. Bonsoir, maman. Alors, Piliers dynamique pour un grand Congo, c'est votre ouvrage. Un ouvrage de 580 pages, 85 pages. Un ouvrage de 585 pages. Qu'est-ce qui vous a inspiré cet ouvrage? Mais c'est une conséquence logique de notre combat politique. J'ai commencé l'action avec l'UDPS, en fait, en 1980. Ça fait aujourd'hui 43 ans. En 43 ans de combat politique, on a vu beaucoup de choses. Aussi, on a compris beaucoup de choses. Notamment, comment expliquer que ce pays qui a tous les minéraux les plus recherchés du monde, qui est censé être très riche, a une monnaie dont la valeur ne déborde même pas ses frontières. Les gens sont pauvres. Ce pays qui est à construire totalement a des millions de jeunes qui sont au chômage. Ce pays où on peut cultiver tous les produits cultivables du monde, ce pays, les gens ont faim et on importe même des boîtes de sardines. Qu'est-ce qui explique cela? C'est une question que je posée fondamentale. Et ensuite, j'ai donné à mon point de vue, et je ne sais pas de mon expérience, les réformes essentielles que nous devons nécessairement mener pour qu'effectivement le Congo joue son rôle, soit effectivement ce grand pays dont il est là le destin. Alors vous êtes parti d'un constat, c'est-à-dire que le Congo n'est pas debout, le Congo est par terre. Alors c'est depuis quand comme ça qu'on peut dire que le Congo rien ne marche au Congo? Madame, en fait, depuis que nous avons pris notre Congo en main, depuis l'indépendance, nous n'avons pas réellement décollé, n'est-ce pas? Nous n'avons pas réellement décollé. Et donc, un être normal se pose la question, mais pourquoi donc nous ne décollons pas? C'est la question que tous les Congolais, tous les acteurs politiques, voire sociaux, devraient se poser. Depuis l'indépendance. En fait, pour moi, c'est depuis l'indépendance. Donc vous donnez raison à ceux qui disent que l'indépendance était précipitée. Mais non, l'indépendance. Prématurée. Non, maman. L'indépendance n'est pas prématurée du tout, précipitée du tout. Je pense qu'il était temps qu'on le fasse, quel que soit le moment, que ce soit ce moment-là, ou 10 ans après, ou 20 ans après, ou 20 ans avant, simplement que l'être humain congolais prenne conscience de ce qu'il est, apprenne à connaître son pays, son histoire, l'histoire du monde, sa géographie, la géographie du monde, et décide, bien informé, décide des actes qu'il doit poser pour qu'effectivement, qu'il gère, qu'il se prenne en charge. Dans un village, madame, les gens se prennent en charge. Vous avez le chef du village, vous avez une organisation. Mais le pays, c'est la même chose, mais à un niveau plus grand, c'est tout. Vous avez les villages, vous avez le groupement de villages, mais au niveau du pays, c'est la même chose. Nous prendre en charge. Donc ça, il n'y a pas de moment. Ceux qui disent que c'est trop tôt, pour moi, ils se trompent. C'est pas du tout ça. Parce que je dis c'est trop tôt, parce que vous dites que c'est depuis l'indépendance que c'est depuis que nous avons acquis l'indépendance. Depuis que nous sommes pris en charge. On n'a pas su nous-mêmes nous prendre en charge comme il est faux. Madame, il peut y avoir un temps. Continuer avec cet élan de développement. Madame, c'est comme un enfant qui naît. Au départ, il ne sait pas s'asseoir. Progressivement, il sait s'asseoir. Et puis il s'est marché à quatre pattes, sans être capable de se mettre debout. Un jour, il vous surprend, il se met debout. Et puis il vous surprend, il marche. Et puis il vous surprend, il court. Donc ce n'est pas un problème. Simplement que nous devons, à chaque pas, tirer les leçons de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce qui peut nous freiner pour aller plus vite et aller de l'avant. Nous ne sommes pas dans une course, seulement que nous devons nous maîtriser. La première chose, c'est apprendre à se prendre en charge. Et que ce soit sur le plan individuel, que ce soit sur le plan du village ou de la province, si vous ne savez pas vous prendre en charge, vous n'irez nulle part. Donc c'est d'abord ça. Et les cadres congolais n'ont pas fait un grand travail, cadre politique, je veux dire, un grand travail pour éveiller la conscience politique des Congolais,
former les cadres congolais, cadres politiques, ceux qui doivent conduire le pays. Dans la responsabilité incombe au cadre politique, selon vous. Bien sûr. Bien sûr, avant tout, bon, bien sûr que l'étranger ne fait que profiter de nos faiblesses internes. Aujourd'hui, sans sauter déborder des sujets, aujourd'hui, le pays est sur la voie de disparaître, pour ainsi dire, avec 5 armées étrangères sur notre sol, mais observez à quoi est-ce que les Congolais s'occupent, n'est-ce pas? On n'est préoccupé pas des élections et des cercles de regroupement contre ceci, contre celui-là, alors que si ça continue comme ça dans peu de temps, on ne pourra même pas avoir le territoire sur lequel on va organiser ces élections parce qu'un morceau de territoire serait par ici et un autre par là. Mais tout à l'heure, vous disiez que c'était un problème de politique. Alors, il faut qu'on aille en élection pour qu'on même puisse mettre des personnes qui vont mener à bien cette lutte. Et encore, j'en parle. Que la population profite de ces richesses. Tout à fait. J'en parle dans le livre d'ailleurs. J'ai dit ceci. Les élections, oui. Mais les élections n'ont de sens que si ces élections produisent des cadres compétents, des cadres, des vrais patriotes. Si les élections sont systématiquement l'objet de tripotage et des arrangements et des financements, ainsi de suite, et des manipulations extérieures, vous aurez des gens qui vont sortir de là, mais qui ne seront pas capables de conduire le pays là où il doit être conduit. Je veux dire que les élections n'ont de sens que si nous nous les approprions nous-mêmes, si nous les finançons nous-mêmes, si nous les prenons en charge nous-mêmes, si l'extérieur ne met pas les pieds dedans, parce que si l'extérieur met les pieds dedans, s'il les finance, c'est pour son intérêt, pas pour le nôtre. Donc, quelque part, les dernières élections étaient sur la bonne voie, dans le sens qu'elles ont été financées par le Trésor public congolais, que la MONUSCO n'a pas eu à intervenir, que les observateurs, entre guillemets, étrangers n'ont pas eu à intervenir, ainsi de suite. Donc, je veux dire que, en fait, nous devons changer notre système électoral. Nous avons un pays... S'autofinancer. Notamment, nous avons un pays aux dimensions continentales. Si vous prenez l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, tous ces pays, vous les mettez ensemble, c'est plus petit que la RDC. Et nous n'avons ni route, ni pont, ni chemin de fer, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de chemin de fer, nous n'avons rien. En d'autres termes, nous ne pouvons pas prendre un système électoral qui est pratiqué en Occident et le plaquer chez nous. Nous n'en avons pas le moyen. C'est comme ça que nous avons des élections qui nous coûtent 1,5 milliard de dollars, alors que nous avons des petits budgets de 6 milliards ou 5 ou 6 milliards de dollars, en réalité. Donc, nous devons revoir notre système électoral, recourir à nos sociologues, à nos juristes, à nos psychologues, à je sais pas, des historiens, tout ce que vous voulez, pour revoir le système électoral de telle façon qu'il puisse produire, qu'il puisse nous coûter au maximum 200-250 millions de dollars, qu'il puisse nous produire des éléments et donc soit fiable, le système soit fiable, mais puis qu'ils puissent nous produire des cadres effectivement qui sont réellement choisis et qui ont été sélectionnés d'étape en étape pour que ceux qui arrivent aux affaires soient les meilleurs. Concrètement, vous voulez dire quoi? Alors, la sélection, vous êtes en oui, train mais d'évoquer. moi, dans mon livre, je propose qu'on procède un système par échelon. Vous avez des élections au bas niveau, donc ce qu'on appelle ici le second degré et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Qu'on ait des élections sur un niveau, au premier niveau, donc les villages et tout ça, où on choisit des éléments, on peut appeler ça comme vous voulez, on a des éléments, mais les villageois vont choisir les plus éclairés parmi eux. Ceux-là vont choisir ceux qui vont aller au niveau du territoire, ceux-là vont choisir ceux qui vont aller au niveau des provinces, ceux-là vont choisir ceux qui vont aller au niveau national, et au-dessus, on a pas le président de la République. Mais vous voyez que déjà que si on a sélectionné, non, on a 500 députés au Parlement, madame. Allez voir, concrètement, combien produisent un travail? C'est une vingtaine, une trentaine. Tout le reste, on paye pourquoi? Parce que combien font des propositions de loi? Combien travaillent réellement? Beaucoup viennent, ils pointent, ils ont ouvert des shopping ou je sais pas moi, des pressing ou des boutiques ici et des alimentations. Mais le travail parlementaire comme tel, il n'est pas rigoureux. Tenez. Et puis, ils sont facilement achetables. Vous avez le dossier, par exemple, celui des troupes étrangères de la section chez nous. Nous en parlerons.
Pour que l'Angola envoie ses troupes en RDC, le Parlement angolais s'est réuni. Il a approuvé. Quand il a approuvé, on a envoyé des troupes là-bas. Chez nous, les troupes étrangères sont arrivées sans qu'il y ait un débat au Parlement. Le pays est entré dans l'UAC sans qu'il y ait un débat. Mais vous pensez vraiment, même s'il y a un débat, ça va changer autant plus que c'est la majorité qui oui, qui est au Parlement. Ouais. Nous avons une télévision, nous suivons les éléments, madame. Lorsqu'il y a un débat libre, il y a les arguments qui sortent, n'est-ce pas? Et ces arguments contribuent à enrichir. Les députés représentent le peuple. On peut dire que s'ils approuvent, le peuple a approuvé. Mais si on n'a même pas consulté le peuple, on a agi comme ça, et que vous ne sentez pas les députés qui se révoltent, de quel droit est-ce qu'on a fait ça sans notre autorisation? Parce que c'est nous les représentants du peuple. Parce qu'on corrompt facilement les gens, tout ça. Donc, je veux dire que nous devons avoir au Parlement, au gouvernement, des personnes qui sont non seulement des patriotes, mais des incorruptibles. À ce moment-là, on défend les intérêts du peuple, de la population, sans céder aux pressions extérieures, sans céder à la corruption. Donc vous remettez en cause tous les scrutins passés. Oui, mais les scrutins passés, madame, je ne vois pas réellement en quoi est-ce que ces élections ont reflété réellement la volonté du peuple. C'est la question là. Je pense que chacun peut se poser la question. Oui, il y a eu des élections. Oui, il y aura des élections. Est-ce que réellement ces élections sont-elles contrôlées par nous? Vous voyez à quel point est-ce que chaque fois qu'il y a des élections, l'Union européenne vient visiter. La MONUSCO intervient pour l'organisation. Et bien souvent, ils publient les résultats avant que nous les ayons publiés. L'Union européenne envoie comment dirais-je, des téléphones aux prêtres pour avoir les résultats des élections, pour contrôler les élections. Et ce sont nos élections ou leurs élections. C'est à nous. Donc s'ils font ça, c'est pour... Et c'est le point de départ. Vous avez fait allusion à ça de notre blocage. C'est-à-dire que on a des cadres qui, pour être élus, pour arriver à exercer de hautes fonctions, on doit avoir l'appui de l'extérieur. Et tant qu'on aura besoin de l'appui de l'extérieur pour avoir des cadres, l'extérieur ne financera que pour ses propres intérêts, pas pour les vôtres. Donc, ceux de vos compatriotes qui sont des vrais patriotes n'auront jamais d'espace pour agir parce que les autres seront soutenus. Alors, quand vous arrivez au pouvoir et que vous êtes soutenu par l'extérieur, vous devez concéder des choses. Et vous concédez quoi finalement? C'est la souveraineté de votre pays. Donc, le point de départ de tout ce que nous pouvons faire, décider pour nous, c'est le choix de nos dirigeants. Nous donner la capacité de choisir nous-mêmes nos dirigeants. À ce moment-là, on peut espérer quelque chose. Voilà. Alors, comment remettre le Congo debout? C'est la grande question de votre ouvrage Pilier et dynamique pour un grand Congo. Alors, vous faites comment ressortir, c'est-à-dire comment sortir de ce paradoxe dont vous faites allusion dans votre ouvrage, pays riche avec une population pauvre. Alors, dans votre ouvrage, vous n'avez pas relevé des pistes de solutions? J'ai relevé des pistes de solutions. C'est le but même fondamental de l'ouvrage. Je vais donner, je ne sais pas tout aborder, c'est 585 pages, mais je peux donner quelques pistes. Prenons, c'est le plan économique. Dans notre pays, ici, vous allez à tous les coins, beaucoup de choses se payent en dollars, n'est-ce pas? Le dollar, ce n'est pas nous qui le produisons, c'est une monnaie étrangère. Nous sommes au Congo, nous avons un grand pays, un très grand pays, nous avons l'hôtel de monnaie. Nous avons la capacité de produire nous-mêmes notre monnaie. Mais nous utilisons le dollar, une monnaie étrangère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change le dollar à tous les coins des rues. Ceux qui produisent le dollar ont la possibilité de déverser beaucoup de dollars sur le marché ou bien de les racheter. En fonction qu'ils les déversent, le prix du dollar baisse. S'ils en retirent, le prix du dollar deviendra, son prix monte. Avec toutes les conséquences sur le niveau général des prix, n'est-ce pas? Donc, pour quelle raison nous utilisons le dollar? Pour payer vous allez trouver les ministres et députés qui sont payés en dollars. Pour quelle raison? Nous sommes au Congo, payons les gens en francs congolais. Il n'existe aucune banque congolaise ici, madame. Toutes les banques sont étrangères. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors que
un pays comme la RDC, un pays agro-pastoral comme la RDC, a, comment dire, qui a besoin qu'il y ait des banques de crédit agricole qui peuvent permettre à des Congolais de se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage et tout ça. Nous n'avons qu'une banque agricole. Nous n'avons qu'une banque pour les petites et moyennes entreprises. Mais nous avons des millions, chaque année des millions et des millions de jeunes Congolais qui sont au chômage. Alors que nous consommons tout. Même les allumettes, nous devons les importer. Les cure-dents, nous devons les importer. Ce n'est pas normal. Vous voyez le problème fondamental que nous avons, c'est celui-là. Donc je veux dire que maîtriser sa monnaie, interdire au dollar de circuler dans notre territoire. Vous avez au dollar, vous arrivez à l'aéroport, vous le versez dans les banques. Les salaires en RDC, c'est en dollars. C'est l'une des meilleures solutions, selon vous, mais pour c'est élever le pays mais c'est la solution, parce qu'avec ça, par terre. Avec ça, nous, madame, circulez, vous mangez des Thomson du matin au soir. Des cuisses de poulet. Les cuisses de poulet que nous mangeons sont qui viennent de l'extérieur. Vous allez me dire que les Congolais sont capables de produire de poulet, ou d'élever des poissons, ou d'acheter des bateaux pour faire des poissons. Dotons-nous les moyens d'action. Les moyens d'action essentiels, c'est quoi? C'est notre monnaie, c'est notre instrument fondamental qui permet de fluidifier notre économie. Accorder des crédits, soutenir les entreprises, donner de l'emploi aux jeunes, ainsi de suite. Donc, c'est la première piste, c'est-à-dire que nous doter de cette capacité financière. Pas de salaire en monnaie étrangère, pas en dollars, pas de transactions financières en RDC, en dollars, ainsi de suite. Ça va donner de la valeur à notre monnaie. Quiconque de l'extérieur veut acheter en RDC paye avec a besoin de changer de Congolais, ainsi de suite. Donc, alors, mais des décisions fortes, il faut du temps aussi pour ça. Non, mais il ne faut pas du temps, il faut le décider. Il faut le décider. Nous sommes au mois d'avril. On peut décider que nous voulons maintenant, à partir de cette année, désormais, avant la fin de l'année, tous les paiements en RDC se feront en dollars. Tous les salaires en dollars. En francs congolais. En francs congolais, je veux dire. Que vous soyez ministre, député, que tout en francs congolais. Ça va changer pas mal de choses. Et donner, avec notre monnaie, francs congolais, donner aux jeunes qui veulent aller dans l'agriculture la possibilité d'avoir des crédits en francs congolais, de produire et de vendre ici. Et mettre très cher les droits d'entrée pour des produits vivriers importés, les boîtes de sardines, les poulets, tout ça, mettre très cher pour décourager les Congolais d'acheter ces produits-là et se tourner vers les produits locaux. Par exemple, c'est une des pistes. Mais je vais donner une autre piste aussi pour autre chose, c'est sur le plan sécuritaire. Comment expliquer qu'un pays comme la RDC, qui a 130 ou 150 millions d'habitants, a une armée de 150 000 soldats. La Corée du Nord a 25 millions d'habitants. La Corée du Nord a 1,250,000 militaires, sans compter les 5 millions de réservistes. Nous avons un pays que nous devons protéger. La RDC doit avoir une armée de 2-3 millions de soldats. Nous devons nous protéger, nous devons nous sécuriser. C'est comme ça qu'on se laisse importuner par les petits pays comme le Rwanda là-bas, avec ceux qui sont derrière eux. Avec une armée puissante, nous avons aussi des minerais pour troquer contre avoir des armes. Nous pouvons négocier ça. Et pour ça, encore une fois, il faut avoir les mains libres. Il ne faut pas être dépendant de l'extérieur. Il ne faut pas que ceux qui nous dirigent dépendent de l'extérieur, parce que jamais ce genre de décision, ils les prendraient. Mais l'armée, c'est aussi, c'est pas seulement la guerre. L'armée, c'est la production, le génie civil aussi. C'est la construction des routes, construction des ponts, ainsi de suite. L'armée peut, dans le secteur agricole, peut faire beaucoup de choses. Mais au moins, c'est l'armée, et tout le monde sait que la RDC a une armée de 2-3 millions de soldats, que mieux vaut ne pas aller réveiller un lion qui dort. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Nous avons comme ça. Nous n'avons pas de carte d'identité dans ce pays. Madame, aujourd'hui, c'est quoi avoir une carte d'identité? Nous ne sommes pas en 1700. Nous sommes en Mais le Premier ministre a annoncé pour juin la délivrance de carte d'identité. Pour mi-juin. Je ne sais pas comment il fait mi-juin. Mi-juin, ça veut dire dans un mois et demi. On n'a pas fait de recensement, on n'a rien. Quelle carte, qu'est-ce que ça va valoir? Ça nécessite qu'on fasse un recensement des Congolais. Et pour le faire... Non, mais on avait annoncé qu'à partir de l'identification, enrôlement des électeurs, c'est en noir et blanc parce que on suivra la carte d'identité. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça, on bâcle les choses pour raison que je ne comprends pas. Il n'y a aucune raison. Nous avons les moyens aujourd'hui de doter, même ne fût-ce que d'un laptop chaque village.
Chaque village a un laptop. C'est pas compliqué. Nous avons la connexion Internet aujourd'hui. On peut tout ça centraliser dans la capitale ou dans 2, 3 centres de province, capitale de province. Centraliser les informations, on peut savoir qui est qui, avoir toutes les informations, toutes les données sur les individus, concentrer quelque part dans un ordinateur. Vous avez votre carte avec quelques informations dessus, mais la puce qui est sur la carte renvoie à des informations complètes sur vous. C'est comme ça que nous avons des gens qui sont dans l'armée ailleurs, qu'on dit qu'ils viennent d'ici, à gauche, à droite. Mais une carte d'identité, c'est pas un bête papier qu'on décide que dans 5 mois et demi, on donne à tout le monde. Ça n'a pas de sens. Il y a un travail de fond qu'il faut faire, un travail de recensement, d'identification. Ce travail de recensement de la population permet alors d'attribuer une carte d'identité à chaque Congolais. Et la technologie est suffisamment avancée pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Alors, qu'est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, quel regard vous portez sur la gestion de cette situation avec l'arrivée, la présence de troupes de la région, hein, de l'EAC? Quel regard vous portez? Mais un très mauvais regard, parce que quelque part, nous avons bradé les intérêts de notre pays. Je m'explique. Encore une fois, nous avons une armée de plus de 150 000 soldats. Comment expliquer que cette situation dure aussi longtemps? C'est sur ce plateau ici que j'ai eu à le répéter à plusieurs reprises. Pour quelle raison on ne déploie pas dans la partie est de notre pays 30 ou 40 000 soldats supplémentaires? Pour quelle raison est-ce qu'on ne déploie pas dans chacun des villages du Grand Nord et de l'Ituri même 10 militaires? S'il y a 1000 villages... Les recrutements, c'est font, des formations, c'est font, on a vu des publicités. Pas de problème, c'est bien, il faut recruter. Mais avec les 150, supposons par exemple qu'il y ait 1000 villages dans le Grand Nord, n'est-ce pas, et l'Ituri. Si on déploie 10 soldats dans chaque village, ça fera combien? Ça ferait 10 000 soldats. Donc, le fait de déployer dans la région 20, 30, 40 000 soldats supplémentaires, ça n'a rien à voir avec ce qu'on continue à recruter aujourd'hui. Il n'y a pas de la guerre au nord, il n'y en a pas au sud, il n'y a pas à l'ouest, il n'y a pas au centre. Donc, on peut à l'ouest, on peut donc déployer ça. Pour quelle raison on ne fait pas ça? Pour quelle raison, comme on dit, pour quelle raison on ne déploie pas ça? Pour quelle raison? On a le cobalt, le cuivre, l'or, ce que vous voulez. On ne mange ni cobalt, ni lithium, ni cuivre. On ne le mange pas. Pour quelle raison nous ne trouvons pas de pays qui recherchent ça pour qu'on puisse troquer, qu'on puisse nous fournir des armes, qu'on leur fournisse des minerais? Ce genre de décision, madame, ne peut être prise que si nous sommes libres, pas quand nous avons les mains liées par les pays étrangers, notamment les Occidentaux. Alors, comment c'est délier? Comment sortir? Voilà. C'est libérer. Comment c'est libérer? D'abord, observer sur le terrain. Prenons conscience que nous avons besoin de grandes organisations politiques. J'ai toujours regretté que mon parti, l'UDPS, ait négligé, se soit négligé, je veux dire, on a négligé l'UDPS, un parti qui était déjà fort. Moi, j'ai regretté la fin de la coalition avec Kabila. Pour quelle raison? Parce que, pour moi, quels que soient ses qualités, ses défauts, Kabila avait posé quand même certains actes non négligeables, notamment le fait d'exiger que nous financions les élections nous-mêmes, le fait d'exiger que le MONUSCO n'intervienne pas, le fait de signer des contrats qui permettent de construire autrement notre pays. Et puis, le fait qu'il soit resté au pouvoir pendant 18 ans, il y a des vérités qu'il a découvertes aussi. Donc, Mobutu est resté 32 ans, il avait aussi des vérités. Comment vous vous penchez? Oui, non, mais Mobutu était leur homme. Si Mobutu est resté 32 ans, c'est parce qu'il était leur homme. Mais je veux dire quoi? Ici, Kabila part, un nouveau président arrive. Le nouveau président, ici, madame, il y a eu remise, reprise. Il y a eu une passation pacifique et civilisée de pouvoir. Donc, ce n'était pas dans la violence. Donc, on s'est parlé. On s'est parlé pendant, avant, pendant et après. Donc, il y avait une possibilité de bénéficier de tous les acquis, de toutes les connaissances, et d'en ajouter d'autres pour améliorer. Mais ses proches sont avec les présidents actuels. Les gens qui étaient au FCC, qui étaient avec Kabila, ils travaillent aussi avec lui. Je peux me tromper, mais quand quelqu'un change facilement avec le coup de vent, c'est qu'il n'est pas fiable. Parce que, je veux dire que vous avez une vision, vous avez des convictions. Oui, la loi de la majorité a fait que c'est un autre qui est passé. La logique des choses est que vous continuez à vous battre pour que votre vision triomphe.
Si vous basculez, c'est que vous n'aviez pas de vision, c'est que vous recherchez uniquement l'argent. Ça veut dire que là où vous êtes allé, ce sera pareil. C'est-à-dire que le jour où, comme vous recherchez l'argent, ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur vous. Vous comprenez? Donc, moi, je veux dire que on ne peut pas. Je suis politique, j'ai des convictions. C'est ce que j'ai mis dans le livre. Je vois des choses que nous devons faire pour changer notre pays. Donc, si moi je vais quelque part, c'est dans la mesure où, là où je vais, je rencontre ce que j'écris. Moi, je n'ai pas écrit le livre pour plaire à quelqu'un, bien pour déplaire. J'ai mis mes convictions. Donc, dans la mesure où on voit que ça peut changer les choses, alors je m'y applique et je m'associe avec tous les Congolais du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, avec qui nous partageons cette vision et que nous pouvons la concrétiser. Donc, quand on change comme ça, c'est pas fiable. Donc, je pense que le président est bâti sur du sable. Voilà, alors bien que vous ne l'avez pas évoqué dans votre ouvrage, ce sont les dernières déclarations de Kagame qui évoquent un problème de terre de son pays qui aurait été donné à la République démocratique du Congo. Et quelle réponse ou comment est-ce que vous avez analysé ces déclarations? Mais c'est pas que je ne l'ai pas évoqué, je l'évoque indirectement. Je dis quoi? Je dis, mais si nous sommes là à réagir à ce que Kagame dit, c'est que nous n'avons pas de position, c'est que nous n'avons pas de vision, c'est que nous n'avons pas compris ce Kagame, c'est que nous ne savons pas qui nous fait la guerre et pourquoi. Mais on n'a pas à se préoccuper de ce que Kagame dit. Kagame veut des terres. Il veut des terres parce qu'il veut élargir son importance. Ceux qui le soutiennent veulent que Kagame puisse conquérir cet espace parce qu'il y a des minerais très, très importants. Donc à partir de là, si la seule chose que nous avons à faire, c'est de nous renforcer notre armée, de nous renforcer sur place, donc en armement, en acheter des avions de bombardiers. Nous avons de quoi les acheter, nous les troquons. Déployer au moins 30, 40, 50 000 soldats dans cette partie de notre pays, c'est pour notre sécurité. C'est ça que nous devons faire. On n'a pas à se préoccuper de ce que Kagame dit. On doit retirer notre pays de l'EAC. On doit exiger le départ des troupes de l'EAC. On doit dénoncer les accords de Luanda ou de Nairobi là-bas. On doit dénoncer tout ça. On ne voit pas à quoi ça nous sert. Alors que nous avons de quoi nous défendre. Nous avons de quoi imposer imposer le respect. Donc, quand on réagit comme ça, tout ce que Kagame a dit, mais Kagame va continuer à dire des choses. Parce qu'on réagisse. Mais entre-temps, on pille notre pays, entre-temps, on tue nos compatriotes. Si nous décidons aujourd'hui, on voit le président qui passe à la télévision, il dit que nous avons décidé de déployer 50 000 soldats congolais dans la partie est de notre pays. Nous avons négocié et que les Congolais voient des avions transportant des militaires vers l'Est, qui voient les armes qui débarquent ici, ainsi de suite. Ça va redonner confiance aux Congolais et ça va donc décourager ceux qui sont à l'extérieur. Or, Kagame est soutenu par les Occidentaux, les Français, les Américains, tout ce monde, les Belges, tout ça. À partir de ce moment-là, vous voulez demander quoi aux Français? Parce que c'est eux qui les soutiennent. Vous voulez demander quoi? Les Américains, c'est eux qui les soutiennent. Parce qu'ils ont besoin de minerais. Ça vous de créer les conditions pour rendre Kagame inutile. Parce que si vous maîtrisez cette partie d'espace, alors ils viendront négocier avec vous et vous leur vendrez ces minerais beaucoup plus chers et vous doterez de plus de moyens. Alors, quand vous dites que Kagame est soutenu, est-ce que nous saurons faire la guerre à ceux qui les soutiennent? Mais on s'est vraiment préparé pour faire la guerre à ceux qui les soutiennent? Mais c'est pas qu'on sait faire la guerre, on ne sait pas faire la guerre. La guerre a plusieurs facettes. Vous avez les médias, ça fait partie de la guerre. Vous avez l'opinion en général. Et ces pays-là, dits démocratiques, ont leurs problèmes aussi chez eux, c'est la démocratie. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons pour agir sur leur opinion publique? Parce que leur opinion publique, bien souvent, ignore tout ce qui se passe. C'est à nous de porter sur la place publique chez eux la réalité de ce qui se passe. Et à ce moment-là, nous n'avons pas attaqué le Rwanda, nous n'avons pas besoin d'attaquer le Rwanda. Le fait de déployer ces troupes sur notre territoire et de nous armer, d'acheter des choses, de mobiliser, de former des commandos et des parachutistes, c'est tout cela qui va faire en sorte qu'on va décourager les autres et ils ne viendront pas. Mais ça, c'est à nous de le faire. On n'a pas besoin d'autorisation de quelqu'un pour le faire. Voilà. Monsieur Corneille Mulumba, membre cofondateur de l'UDPS, la dernière question, ce serait peut-être par rapport à tout ce que vous avez dit, comment remettre le Congo debout. Est-ce qu'il y a encore espoir? On peut encore espérer d'un Congo debout, d'un Congo fort et puissant? Mais je suis convaincu qu'il y a espoir, parce que pour moi, on n'a pas fait le centième de ce qu'on devrait faire.
Donc, j'invite les acteurs politiques et sociaux, les étudiants, les enseignants à se procurer mon livre et de lire ça, et d'apprendre connaissance. Il y a espoir parce que nous avons tout à faire. Ça n'appartient qu'à nous. On n'a pas besoin de quelqu'un d'aller demander ailleurs pour qu'on nous installe au pouvoir dans notre pays. Cherchons, observez, madame, nos dirigeants, ils vont tout le temps à l'extérieur. Si vous demandez combien de fois ils ont été à l'Équateur, combien de fois ils ont été dans le Bandundu, combien de fois dans le Kassai, combien de fois... Il n'y en a pas. Donc ça veut dire quelque part, dans leur tête, c'est l'extérieur qui donne le pouvoir. Donc quand nous aurons compris que nous devons mobiliser les Congolais, les avoir avec nous, alors nous pouvons matérialiser l'espoir, parce que les idées ne manquent pas. Voilà. Merci, M. Corneille Moulumba. C'est moi qui vous remercie, maman. C'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Nous avons reçu M. Corneille Moulumba, membre cofondateur de l'UDPS. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé Piliers dynamiques pour un grand Congo, un ouvrage de 585 pages que je vous convie de lire. Dans cet ouvrage, il évoque notamment des solutions ou bien de pistes de solutions sur cette grande question, comment remettre le Congo debout. C'est par ici que nous mettons un terme à votre magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Suivez-nous chaque mercredi à 21h10 et jeudi à 13h30 sur Canal Congo Télévision, bien sûr. Au revoir.